Été 1889, Paris. Sous les pieds de la Tour Eiffel, fraîchement inaugurée, encore contestée, 6 millions de personnes montent dans de petits wagons qui glissent le long de la Seine. Propre, silencieux, parfait. Le nom sur chaque locomotive, Decauville. 10 ans plus tôt, ce nom n'existait pas. 10 ans plus tard, il était partout, dans les mines d'Australie, les tranchées de Tunisie, les plantations de Cuba, les chantiers du canal de Panama. Les armées russes, françaises, britanniques, américaines l'utilisaient toutes. Le mot Decauville était devenu un nom commun, comme thermos, comme escalator. Une invention si universelle qu'on avait oublié qu'elle avait un créateur. Puis un jour, tout disparut. Comment un nom qui a transporté 6 millions de Parisiens, ravitaillé des armées entières et traversé 5 continents, peut-il s'effacer aussi complètement? La réponse ne se trouve pas dans la technologie, pas dans la concurrence. Elle se trouve dans les choix d'un seul homme et dans ce qu'il advient quand un inventeur abandonne son invention. Decauville, l'empire des rails disparu. Petit bourg, Seine-et-Oise. Automne 1875. Les champs sont gorgés d'eau. Depuis des semaines, la pluie n'a pas cessé. La terre est devenue une masse brune, lourde, qui aspire les bottes, bloque les roues, immobilise les chevaux. Et au milieu de ces champs détrempés, il y a 9000 tonnes de betteraves sucrières, récoltées, empilées, qui attendent, qui pourrissent. Pour un autre homme, c'eût été une catastrophe agricole, une perte à comptabiliser, à pleurer, à oublier. Pour Paul Decauville, c'est un problème d'ingénieur. Et les problèmes d'ingénieur ont des solutions. Il a 29 ans. Il a repris à 23 ans la ferme familiale de 700 hectares, héritée de son père Armand, mort en 1871. Une ferme qui est aussi une distillerie, une raffinerie, un atelier mécanique. Paul Decauville n'est pas un aristocrate qui contemple ses terres depuis un château. C'est un homme de terrain qui connaît le poids d'une pièce métallique, le souffle d'une chaudière à vapeur, l'odeur de l'huile sur l'acier chaud. Ce que les champs boueux lui disent en cet automne 1875, c'est simple. Les charrettes ne passent pas. Les chevaux s'épuisent pour quelques centaines de kilos. 9000 tonnes de betteraves ne peuvent pas être transportées ainsi. Pas dans ces conditions, pas à temps. Alors il réfléchit. Il teste d'abord un système en bois, le système H-Corbin, une piste en forme d'échelle dont les montants sont recouverts d'une cornière en fer. Les wagons n'ont qu'un seul essieu, chacun reposant sur le précédent. Les premiers essais sont prometteurs. Mais sous le poids des betteraves, sous les vibrations répétées, le bois se fissure, les rails se déforment. Trop fragile, rejeté. Paul Decauville repart de zéro. Cette fois, il choisit l'acier. Des sections préfabriquées, légères, fixées sur des traverses métalliques. Des éléments qu'un homme seul peut porter, poser, emboîter. Pas besoin de terrassement, pas besoin de ballast, pas besoin de semaines de chantier. On pose les sections sur le sol, même boueux, même inégal. Et en quelques heures, la voile est prête. Les betteraves arrivent à la raffinerie. Toutes les 9000 tonnes. À temps. Ce soir-là, Paul Decauville ne sait pas encore ce qu'il vient de créer. Il sait seulement qu'il a résolu son problème. Mais dans les semaines qui suivent, quand les voisins viennent voir ce petit chemin de fer de fortune qui serpente entre les champs, quand les questions commencent, où l'avez-vous acheté? Peut-on en commander? Combien coûte une section? Quelque chose change dans son regard. Ce n'est plus un outil de ferme, c'est une invention. Au printemps 1875, il dépose les brevets. À l'automne, le porteur Decauville est en vente. Les premières commandes arrivent non de fermes voisines, puis de carrières, puis d'usines sucrières dans toute la France. Les rails font d'abord 400 mm de large, suffisant pour les betteraves, puis 500 mm, puis 600 mm, pour les charges plus lourdes, les usages plus exigeants. La première année, les ventes atteignent 200 000 francs, une somme honorable pour une innovation agricole. Paul Decauville note les chiffres, ajuste les prix, améliore les sections. Il travaille comme il a toujours travaillé, méthodiquement, sans bruit, en ingénieur. Il ne sait pas encore que dans 4 ans, ce chiffre sera multiplié par 11. Il ne sait pas encore que son nom traversera 5 continents.
Et il ne sait pas encore que le jour où son invention atteindra son apogée absolu, le jour où 6 millions de personnes porteront son nom dans leur bouche, il ne sera plus là pour le voir de près. Mais ça, c'est une autre histoire. Et elle commence au chapitre suivant. 1876 ou 1867, 1868. Les commandes arrivent, d'abord par dizaines, puis par centaines. Les vignobles du Bordelais commandent des sections pour transporter les caisses de raisins entre les rangées de vignes. Les carrières de pierre en Normandie commandent donc pour évacuer les blocs. Les chantiers de construction autour de Paris commandent pour déplacer les gravats. Les sucreries commandent. Les brasseries commandent. Les salines commandent. Le porteur de Cauville répond à un besoin que personne n'avait formulé clairement, mais que tout le monde ressentait. Le besoin d'un chemin de fer qui ne demande pas de terrassement, pas d'ingénieur, pas de mois de travaux. Un chemin de fer qu'on installe le matin et qu'on déplace l'après-midi. Un chemin de fer à la taille des hommes ordinaires, pas des grandes compagnies. En 1879, les ventes atteignent 2 300 000 francs. En 1881, 8 millions. En 6 ans, le chiffre d'affaires a été multiplié par 40. Paul de Cauville agrandit les ateliers de Petit-Bourg, puis il construit une vraie usine à Corbeil-Essonnes, sur les bords de la Seine, à 40 km au sud de Paris. Les machines se multiplient, les ouvriers aussi. On ne fabrique plus seulement des rails, on fabrique des wagons, des locomotives à vapeur compacte, des ponts portables, des plaques tournantes. Tout ce qu'un chantier, une mine, une plantation peut avoir besoin pour se mettre en mouvement. Et le mouvement, justement, ne s'arrête plus. En 1881, l'armée française passe sa première grande commande. Pas pour la France métropolitaine, pour les colonies. La Tunisie vient d'être placée sous protectorat français. Il faut ravitailler les troupes dans l'intérieur du pays, là où les routes n'existent pas. En 3 mois et demi, des pionniers militaires posent 64 km de rails de Cauville, de Sousse, à Kairouan, sur une ancienne voie romaine. Une armée entière ravitaillée par des rails qu'on peut porter à la main. Le général Skobelev, en Russie, en prend note. En 1882, le gouvernement russe achète 100 verstes, soit 66 miles, de rails de Cauville pour les campagnes du Turkestan. Les troupes avancent, les rails avancent avec elles. Quand l'armée s'arrête, on démonte l'arrière de la voie pour poser l'avant. Un chemin de fer qui suit les soldats comme une ombre. Au même moment, de l'autre côté du monde, les chantiers du canal de Panama reçoivent leur première livraison de Cauville. En Australie, les exploitations minières commandent des kilomètres de rails pour évacuer le minerai. À Java, les plantations de canne à sucre s'équipent. À Cuba, en Argentine, au Mexique, partout où il y a une récolte à transporter, un chantier à approvisionner, une mine à exploiter. Le nom de Cauville commence à s'imprimer sur les cartes du monde. Et Paul de Cauville lui-même, il devient, presque malgré lui, une figure publique. En 1881, il est élu maire d'Évry-Petit-Bourg. Il est républicain convaincu, homme du peuple par tempérament. Même si son nom sonne aristocratique, même si sa fortune grandit chaque trimestre, il gère sa commune comme il gère ses ateliers, avec méthode, sans ostentation. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette ascension. Plus son invention conquiert le monde, plus Paul de Cauville lui-même semble vouloir s'en éloigner. Il délègue, il embauche des directeurs, des ingénieurs en chef, des commerciaux. Il passe de plus en plus de temps à la mairie, puis bientôt au Sénat où il est élu en 1890. L'homme qui a résolu un problème de betterave dans un champ boueux est en train de devenir un homme d'État. Et dans les ateliers de Corbeil-Essonnes, d'autres mains prennent le relais. En 1885, 10 ans exactement après l'invention, Paul de Cauville cesse officiellement de diriger ses usines. Il a 40 ans. Son nom est sur chaque locomotive, chaque section de rail, chaque catalogue exporté dans 50 pays. Mais lui, physiquement, n'est plus là. Ce départ silencieux, personne ne le remarque vraiment. Pas encore. Parce qu'en 1885, l'Empire de Cauville est au sommet de sa puissance. Parce que 4 ans plus tard, il y aura Paris, l'exposition universelle, et 6 millions de personnes qui monteront dans ces wagons. Mais le compte à rebours, lui, a déjà commencé. Paris, 6 mai 1889. La ville est en fête.
L'exposition universelle vient d'ouvrir ses portes pour célébrer le centenaire de la Révolution française. 32 millions de visiteurs vont affluer ici au cours des 6 prochains mois, venus de tous les continents. Au centre du dispositif, dominant tout, écrasant tout, la Tour Eiffel. 324 mètres d'acier que la moitié des artistes de Paris avaient juré de ne jamais regarder et que désormais tout le monde contemple bouche ouverte. Mais la tour n'est pas seule. À ses pieds, le long de la Seine, entre l'esplanade des Invalides et l'avenue de Suffren, court une ligne de chemin de fer, 3 kilomètres de rails, voie double, 12 locomotives à vapeur, 100 wagons, des stations aux formes inhabituelles, dessinées par un jeune architecte, couvertes d'auvents élégants pour protéger les voyageurs de la pluie. À chaque terminus, un buffet où l'on peut s'asseoir, reprendre souffle, commander un verre. Sur chaque locomotive, un nom gravé dans le métal. Australie, Turkestan, Massoua, Anoa. Les noms des endroits où Decauville a déjà conquis le monde. Le site de l'exposition couvre près d'1 kilomètre carré. Trop grand pour se déplacer à pied entre les pavillons. Trop encombré pour les voitures. La solution, c'est ce petit chemin de fer intérieur, inauguré le 4 mai, 2 jours avant l'ouverture officielle, qui relie en quelques minutes les 2 grandes zones de l'exposition. On monte à la station Invalide. On descend à la station Tour Eiffel. Simple, rapide, propre. Les Parisiens en sont immédiatement fous. Les premiers jours, les files d'attente s'allongent sur 50 mètres. Des familles entières attendent leur tour pour monter dans ces petits wagons qui glissent sans bruit. Enfin, presque sans bruit, le long du quai d'Orsay. Des enfants collent leur nez contre les vitres. Des dames en robe longue s'installent avec soin sur les banquettes. Des messieurs en haut de forme lisent leur journal en faisant semblant de ne pas regarder défiler la scène. Thomas Edison est là. Il visite l'exposition le 14 août 1849. Il monte probablement dans ses wagons. L'homme qui a inventé le phonographe et la lampe à incandescence se retrouve passager d'un chemin de fer dont les sections se posent et se retirent à la main. À la fin des 6 mois, le bilan est stupéfiant. 6 342 446 voyageurs transportés en 6 mois, dans une ville dont la population totale n'atteint pas 3 millions d'âmes. Ce chiffre signifie une chose très simple. En moyenne, chaque Parisien a pris le train Decauville 2 fois. Et les 30 millions de visiteurs venus de province et de l'étranger, beaucoup l'ont pris aussi. Ce n'est plus une démonstration industrielle, c'est une révélation mondiale. Les délégations militaires étrangères observent. Les ingénieurs prennent des notes. Les industriels calculent. Si un chemin de fer portable peut transporter 6 millions de personnes en 6 mois au cœur de Paris, que peut-il faire dans une mine, sur un chantier, dans une zone de guerre? La réponse est évidente. Et les commandes qui arrivent dans les semaines suivant la clôture de l'exposition le confirment. L'armée française double ses stocks. Les colonies le réclament davantage. De nouveaux pays signent leurs premiers contrats. Le nom de Decauville est désormais sur toutes les lèvres, dans toutes les langues. Mais voilà ce que personne ne sait ce soir-là, dans la lumière des lampions de l'exposition. Paul Decauville, l'homme dont le nom est gravé sur chaque locomotive qui passe sous la Tour Eiffel, a quitté la direction de ses usines 4 ans plus tôt. Il assiste à ce triomphe depuis les tribunes, en spectateur, en homme politique, en ancien directeur. Les wagons portent son nom. Les bénéfices ne lui appartiennent plus vraiment. L'empire qu'il a construit fonctionne, prospère, rayonne, sans lui. Et dans les couloirs de la société de Decauville, des hommes nouveaux prennent des décisions nouvelles, des décisions que Paul Decauville n'aurait peut-être pas prises. Il y a une question que les historiens des chemins de fer industriels posent rarement. Pas comment Decauville a conquis le monde. Ça, les chiffres le racontent. Mais pourquoi Paul Decauville a-t-il quitté ses usines à 40 ans, au sommet de sa puissance, 4 ans avant le triomphe de l'exposition universelle? Les archives ne donnent pas de réponse claire. Pas de scandale documenté, pas de faillite personnelle, pas de rupture spectaculaire. Juste une date, 1885, et un fait. À partir de cette année-là, Paul Decauville ne dirige plus les usines de Corbeil-Essonnes. Il reste actionnaire. Son nom reste sur les produits. Mais lui, il est ailleurs. Il est à la mairie d'Évry-Petit-Bourg, qu'il dirige depuis 1881.
Il est au Sénat, où il siège à partir de 1890. Il est dans les commissions, les conseils, les débats parlementaires. L'homme qui a passé ses 20 premières années d'adulte à résoudre des problèmes mécaniques passe maintenant ses journées à résoudre des problèmes politiques. Ce glissement n'est pas anodin. Il dit quelque chose sur Paul de Cauville que les catalogues de vente ne disent pas. Ce n'était pas un industriel au sens classique du terme. Un homme dont toute l'identité se confond avec son entreprise. C'était un ingénieur visionnaire qui avait résolu un problème, construit un système et qui, une fois la machine lancée, cherchait un autre problème à résoudre. La politique, la gestion municipale, les questions douanières au Sénat, c'étaient ses nouveaux chantiers. Mais derrière lui, dans les ateliers qu'il avait quittés, quelque chose changeait. En 1893, la société Decauville traverse une restructuration financière sérieuse. Un homme du nom de Louis-Paul Waldemar Ravenay prend le contrôle. Les détails exacts de cette transition restent partiellement obscurs, mais ses conséquences, elles, sont visibles immédiatement. La nouvelle direction décide de diversifier. Les chemins de fer industriels, c'est bien. Mais les années 1890 apportent deux nouvelles fièvres, le vélo et l'automobile naissante. La société Decauville se lance dans la fabrication de cadres de bicyclettes. Elle fournit des pièces pour les premiers véhicules de Dionne et Serpollet. Elle crée même une filiale entière dédiée à l'automobile, la Société des voitures automobiles Decauville, enregistrée en 1897, dont la première voiture sort des ateliers en 1898. Sur le papier, c'est une stratégie de diversification intelligente. En pratique, c'est la première fissure, parce que Decauville n'est pas une marque généraliste. Decauville n'est pas Peugeot, pas Renault, pas une entreprise née pour fabriquer tout ce qui roule. Decauville est une marque de précision, de rails portables, de solutions industrielles, de systèmes militaires. Sa force n'est pas dans la production de masse grand public. Sa force est dans la fiabilité technique, dans la modularité, dans la capacité à aller là où personne d'autre ne va. En voulant être partout, la société commence à ne plus être vraiment quelque part. L'aventure automobile dure 13 ans. En 1910, la Société des voitures automobiles Decauville ferme ses portes. Les voitures n'étaient pas mauvaises, et certains modèles avaient même été salués à leur époque, mais la concurrence était féroce, les capitaux insuffisants, et le nom Decauville n'avait aucune résonance dans l'esprit d'un acheteur de voitures. Il résonnait dans l'esprit d'un directeur de mine, d'un officier de l'armée, d'un ingénieur colonial. Pas d'un bourgeois cherchant à traverser Paris en automobile. 13 ans de distraction. 13 ans pendant lesquels les concurrents allemands, Orenstein et Koppel en tête, perfectionnaient leur propre système de rails portables, élargissaient leurs réseaux commerciaux, signaient des contrats que Decauville n'était plus tout à fait concentré pour aller chercher. Et Paul Decauville, pendant tout ce temps, il observe, de loin. Il a ses propres projets. En 1910, l'année même où la filiale automobile ferme, il fonde une petite société spécialisée dans l'outillage à air comprimé. Toujours ingénieur, toujours en train de résoudre des problèmes, mais plus jamais à la tête de ce qui porte son nom. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans cette image. Un homme dont le nom traverse 5 continents, dont les rails sont posés dans des dizaines de pays, qui passe ses dernières années actives dans des bureaux discrets, à travailler sur des brevets que personne ne connaîtra jamais. L'Empire continue, mais l'âme de l'Empire, elle, est partie en 1885. Et bientôt, une guerre va tout changer. Août 1914. La guerre éclate. En quelques semaines, tout ce que l'Europe avait construit en 40 ans de paix relative se fracasse contre la réalité des tranchées. Les grandes offensives de cavalerie, les manœuvres rapides, les victoires en quelques jours, tout cela disparaît dans la boue du nord de la France et de la Belgique. Les deux camps s'enterrent. Des centaines de kilomètres de tranchées se creusent, se consolident, se transforment en villes souterraines qui vont durer 4 ans. Et très vite, un problème apparaît. Un problème que personne n'avait vraiment anticipé à cette échelle. Comment ravitailler une armée de plusieurs millions d'hommes, dispersés sur des centaines de kilomètres de front, dans des zones où les routes n'existent plus, où les camions s'enlisent, où les chevaux s'épuisent, où chaque mètre de terrain est sous le feu de l'artillerie adverse? La réponse est dans les dépôts militaires français. Elle y attendait depuis 1888. L'armée française avait été la première au monde
a adopté officiellement le système Decauville pour ses opérations logistiques. Depuis la fin du 19e siècle, elle stockait des milliers de sections de rails portables en 60 cm de large, prêtes à être déployées. Quand la guerre de position s'installe à l'automne 1914, ces stocks sortent des entrepôts et le déploiement commence. À la fin de l'année 1914, 1000 km de rails Decauville sont posés sur le front occidental. 1000 km, en quelques mois. Sans terrassement, sans génie civil lourd, sans rien d'autre que des soldats et des prisonniers de guerre qui emboîtent des sections d'acier de 5 mètres, section après section, dans la boue et sous les obus. Car c'est là le génie du système. Une section pèse 100 kg. Un homme ordinaire peut la porter. 2 hommes peuvent la poser en moins d'1 minute. Pas besoin d'ingénieur, pas besoin de formation longue. On prend les sections à l'arrière, on les porte à l'avant, on les emboîte. La voie avance avec l'armée. Quand une section est endommagée par un obus, on la retire, on la remplace. Quand le front bouge, on démonte l'arrière pour poser l'avant. Un chemin de fer vivant, un chemin de fer qui respire au rythme de la guerre. Les Britanniques, qui n'avaient pas préparé ce type de logistique, apprennent vite. En 1916, ils adoptent massivement le système 60 cm. Les Américains, quand ils arrivent en 1917, font de même. Les Russes utilisent déjà les rails Decauville depuis les guerres coloniales des années 1880. Même les Allemands, qui ont développé leur propre système, le Feldbahn, utilisent le même gabarit de 60 cm, directement inspiré du standard Decauville. Le nom est devenu universel, pas seulement une marque, un standard militaire mondial. Sur certains tronçons du front, les trains Decauville roulent 24 heures sur 24. Ils transportent des obus, des vivres, des uniformes, du bois pour les abris, du fil de fer barbelé. Ils transportent aussi les blessés, des hommes allongés sur des brancards, glissés dans les wagons, ramenés vers les postes de secours à l'arrière. Et parfois, ils transportent les morts. À Verdun, en 1916, la bataille la plus meurtrière de toute la guerre, 10 mois de combat, 300 000 morts, les rails Decauville sont la colonne vertébrale de la logistique française. Sans eux, la forteresse ne tient pas. Les historiens militaires le reconnaissent. Le système de rails portables a littéralement permis à l'armée française de survivre à Verdun. 6 millions de Parisiens, en fait, en 1889. Des millions de soldats dans la boue en 1916. Le même rail, le même gabarit, le même nom. Mais voilà ce que la guerre fait aussi, ce que personne ne calcule dans l'euphorie des victoires de logistique. À la fin de 1918, quand l'armistice est signé, il y a des milliers de kilomètres de rails Decauville éparpillés sur toute l'Europe. Des dizaines de milliers de wagons, des centaines de locomotives. Tout cela appartient aux armées. Tout cela va être vendu, recyclé, liquidé. Les surplus de guerre inondent le marché. Des rails neufs vendus au prix de la ferraille. Des locomotives à vapeur cédées pour presque rien. Pourquoi acheter du neuf chez Decauville quand on peut acheter du quasi-neuf, en parfait état de marche, pour un dixième du prix? Le marché que la guerre avait gonflé à l'extrême se retourne en quelques mois contre celui qui l'avait alimenté. Et pendant ce temps, dans les ateliers de Corbeil-Essonnes, les carnets de commandes commencent à se vider. 1920, la guerre est finie depuis 2 ans. La France reconstruit. Les industries reprennent. Les hommes reviennent des tranchées et cherchent du travail. Dans les ateliers de Corbeil-Essonnes, la direction Decauville attend que les commandes reprennent. Elle attend que les mines recommandent, que les plantations coloniales réclament de nouveaux rails, que les chantiers de reconstruction passent en leurs ordres. Les commandes reviennent, mais pas comme avant, jamais comme avant. Ce qui se passe dans les années 1920 n'est pas une crise soudaine, pas un krach, pas un scandale, pas une décision catastrophique qu'on pourrait pointer du doigt. C'est quelque chose de plus silencieux, de plus insidieux, de plus difficile à combattre. 3 forces se lèvent simultanément contre Decauville. 3 ennemis sans visage, sans déclaration de guerre, sans bataille rangée. Le premier ennemi s'appelle le camion. Pendant la guerre, les ingénieurs militaires ont perfectionné les véhicules à moteur à un rythme que le temps de paix n'aurait jamais permis. En 1914, un camion s'enlisait dans la boue, tombait en panne sur un chemin de terre.
consommaient des quantités astronomiques d'essence pour des charges modestes. En 1918, les camions sont devenus fiables, robustes, économiques, et surtout, ils n'ont besoin de rien d'autre qu'une route à peu près praticable. Pas de rails à poser, pas de section à emboîter, pas de locomotive à entretenir. On charge, on démarre, on arrive. Pour le petit exploitant agricole du Bordelais, qui avait acheté 200 mètres de rails de Decauville en 1885 pour transporter ses barriques, le calcul devient simple. Un camion fait le même travail, plus vite, sans infrastructure, sans maintenance spécialisée. Et si la vigne change de place dans 10 ans, le camion suit. Les rails, eux, doivent être déplacés à la main, section par section. L'argument qui avait fait la force de Decauville, la portabilité, est en train d'être dépassé par quelque chose d'encore plus portable. Quelque chose qui n'a même pas besoin de voie. Le deuxième ennemi s'appelle Orenstein et Koppel. La société berlinoise ONK existe depuis 1876, presque aussi longtemps que Decauville. Pendant des décennies, les deux entreprises ont coexisté, se partageant les marchés européens et coloniaux. Mais pendant que Decauville se dispersait dans l'automobile et les bicyclettes dans les années 1800 à 90, ONK perfectionnait son unique métier, les rails portables industriels. Locomotives légères, wagons robustes, prix compétitifs. Et ONK avait une arme que Decauville n'avait pas vu venir. En 1911, la société allemande avait racheté la filiale belge de Decauville, celle de Val-Saint-Lambert. Avec elle, elle avait acquis le droit d'utiliser le nom Decauville pour ses propres produits dans certains marchés étrangers. Le résultat est absurde et dévastateur à la fois. Dans plusieurs pays, des clients achètent des rails estampillés Decauville, fabriqués par des Allemands dans des usines allemandes, avec des bénéfices qui vont à Berlin. Le nom qui était la plus grande force de l'Empire devient son talon d'Achille, une marque si universelle qu'elle n'appartient plus vraiment à personne. Après la guerre, ONK reconstruit agressivement ses réseaux commerciaux. Avec des coûts de production inférieurs, une organisation commerciale plus efficace, et parfois le nom Decauville lui-même comme argument de vente, les Allemands gagnent des contrats que les Français auraient dû remporter naturellement. Le troisième ennemi est le plus abstrait, le plus difficile à combattre. Il s'appelle la modernisation des infrastructures. Dans les années 1920 et 1930, les routes se multiplient en France et dans les colonies. Les pistes de terre battues deviennent des routes goudronnées. Les chemins de montagne sont élargis. Les zones qui étaient autrefois inaccessibles autrement qu'avec des rails portables deviennent praticables pour des véhicules à roues. Chaque kilomètre de route construite est 1 kilomètre de marché perdu pour Decauville. Et dans les mines, dans les grandes exploitations industrielles, c'est l'inverse qui se produit. Les opérations qui continuent d'utiliser des rails choisissent désormais des installations permanentes, en voie normale ou métrique, plus solides, plus durables, plus adaptées aux charges croissantes. Les rails portables en 60 cm semblent soudain trop petits, trop légers, trop provisoires pour une industrie qui veut penser à long terme. Decauville est pris en étau. Trop grand pour les petits usages que le camion a pris, trop petit pour les grands usages que les voies permanentes ont pris. Il reste les colonies. Il reste les chantiers de construction temporaires. Il reste les armées qui continuent de stocker des rails portables pour les guerres futures. Mais ces marchés résiduels ne font plus vivre un empire. Ils font vivre une entreprise moyenne qui réduit ses effectifs, ferme ses filiales étrangères une par une et essaie de survivre dans l'espace étroit que les trois ennemis sans visage lui ont laissé. Dans les ateliers de Corbeil-Essonnes, les machines tournent encore. Les ouvriers travaillent encore. Le nom Decauville est encore sur les catalogues, encore sur les locomotives qui sortent des chaînes de montage. Mais l'Empire, lui, est déjà mort. Il ne reste plus qu'à éteindre les lumières. Il faut revenir à Paul Decauville, à l'homme, pas à l'Empire. Après 1900, Paul Decauville disparaît progressivement des chroniques industrielles. Il n'y a pas de rupture nette, pas de discours d'adieu, pas de portrait dans les journaux économiques. Il y a juste une présence qui s'estompe, comme une locomotive qui s'éloigne dans le brouillard et dont on entend le sifflet de moins en moins fort, jusqu'au silence. Il a 54 ans en 1900. Il est encore sénateur, encore actif politiquement. Mais quelque chose a changé dans sa trajectoire. Les grandes batailles industrielles ne l'intéressent plus,
Ou peut-être ne lui appartiennent-elles plus vraiment? La société de Coville continue sans lui, avec ses directeurs, ses actionnaires, ses stratégies que d'autres ont décidées. Alors il fait ce que font les ingénieurs qui ne peuvent pas s'arrêter. Il invente encore. En 1910, l'année même où la filiale automobile de Coville ferme ses portes dans un échec discret, Paul de Coville fonde une petite société, le comptoir d'outillage et de matériel à air comprimé. Des outils pneumatiques, des presses hydrauliques, des brevets techniques que personne ne connaîtra jamais vraiment. Une entreprise fonctionnelle, modeste, qui survivra jusqu'à la fin des années 1980 sous le nom Emidco, longtemps après la mort de son fondateur, longtemps après que le monde aura oublié qui il était. C'est ce détail qui dit tout sur Paul de Coville. Un homme dont le nom traverse 5 continents, dont les rails ont sauvé des armées entières, dont l'invention a transporté 6 millions de Parisiens en fête. Cet homme passe ses dernières années actives à breveter des outils pneumatiques dans une société dont personne ne se souviendra. Non pas par amertume, non pas par nécessité financière, mais parce que c'est ce qu'il est, profondément, irréductiblement. Un ingénieur qui résout des problèmes. Tant qu'il y a des problèmes à résoudre, il travaille. Après avoir quitté Paris, il s'installe à Saint-Léger dans la Manche. Un village tranquille, loin des usines, loin du Sénat, loin de tout ce qui porte son nom. Il devient maire de ce village. Encore une fois, encore ce réflexe de l'homme qui veut gérer, organiser, améliorer ce qui l'entoure. Mais Saint-Léger n'est pas Évry-Petit-Bourg. Ce n'est pas Corbeil-Essonnes. Ce n'est pas Paris. C'est un village normand où personne ne sait vraiment qui il est. En 1922, Paul de Coville meurt. Il a 76 ans. Les journaux industriels publient de brèves notices nécrologiques. Quelques associations d'ingénieurs saluent sa mémoire. Mais il n'y a pas de cérémonie nationale, pas de deuil officiel, pas de discours à l'Assemblée. L'homme qui avait été sénateur, maire, inventeur reconnu dans le monde entier, cet homme s'éteint dans la discrétion la plus complète. À ce moment précis, en 1922, ces rails sont posés sur 6 continents. Des milliers de locomotives portent son nom. Des millions de sections d'acier fabriquées dans ces usines continuent de transporter du minerai, des récoltes, des marchandises dans des dizaines de pays. Le nom de Coville est encore vivant, encore actif, encore utile. Mais lui, l'homme qu'il a inventé dans un champ boueux de Seine-et-Oise 47 ans plus tôt, n'est plus là pour le voir. Les années passent, les décennies passent. La société de Coville survit à la Seconde Guerre mondiale. Non sans compromission que certains lui reprocheront, non sans moment de résistance que d'autres salueront. L'histoire de l'entreprise pendant l'occupation est, comme l'histoire de tant d'entreprises françaises de cette période, faite de contradictions et d'ambiguïtés. Elle produit, elle livre, elle continue. Après 1945, le monde industriel se reconstruit à une vitesse vertigineuse. Les 30 glorieuses transforment l'économie française. Les mines mécanisent massivement. Les chantiers s'équipent d'un de pelleteuses, de convoyeurs, de camions de plus en plus puissants. Les rails portables en 60 cm, ce standard que De Coville avait imposé au monde entier, semble de plus en plus anachronique dans un monde qui pense en tonnes par heure et en cadence industrielle. Les commandes continuent, mais elles se raréfient. Les carnets se font moins épais, les effectifs à Corbeil-Essonnes diminuent d'année en année. On ne ferme pas, on réduit, on ne liquide pas, on compresse. Le nom de Coville est encore là, encore respecté, encore reconnu par les ingénieurs d'une certaine génération. Mais les jeunes ingénieurs qui sortent des grandes écoles dans les années 1950 et 1960 pensent en termes de convoyeurs automatiques, de véhicules autonomes, de logistique moderne. Les rails portables à vapeur appartiennent pour eux à un autre siècle, ce qui est rigoureusement exact. Dans les années 1950, la production de rails portables se réduit à sa portion congrue. L'essentiel du catalogue survit pour des marchés de niche, quelques mines africaines encore équipées en voies étroites, quelques chantiers temporaires dans des zones difficiles d'accès, quelques armées qui maintiennent leur stock de matériel de campagne. Mais le temps de l'expansion, le temps des grandes commandes continentales, le temps où un nom sur un catalogue suffisait à convaincre un général ou un directeur de mine, ce temps-là est révolu.
Puis viennent les années 1970. Le groupe Marel, spécialisé dans les équipements industriels lourds, développe à cette époque une innovation qui va transformer le transport de marchandises en Europe, le système Ampli-Roll, un mécanisme hydraulique qui permet de charger et décharger des bennes amovibles sur des camions, sans grue, sans équipement spécial. Simple, efficace, moderne. Marel cherche à s'étendre. Il regarde autour de lui les entreprises qui ont des ateliers, des savoir-faire mécaniques, des noms reconnus dans l'industrie, et il voit Decoville. La transaction se fait discrètement. La société Decoville SAS est intégrée dans le groupe Marel, rebaptisé filiale d'Ampli-Roll. Les ateliers de Corbeil-Essonnes, ceux que Paul avait construits 100 ans plus tôt, ceux où les premières locomotives à vapeur avaient été assemblées, ceux d'où étaient partis les rails qui avaient traversé 5 continents, ces ateliers continuent de tourner. Mais ils ne fabriquent en plus de rails. Ils fabriquent des bennes de camions, des systèmes de levage hydraulique, des équipements de manutention. Le nom Decoville disparaît des catalogues de rails. Il survit quelque temps encore sur des équipements industriels que personne n'associe plus à un chemin de fer. Et dans les musées, au musée des transports de Pithiviers, dans l'Essonne, à quelques kilomètres des anciens ateliers, des visiteurs montent encore dans de petits wagons qui roulent sur des sections de rails datant de 1892. Des enfants qui n'ont jamais entendu le nom Decoville posent leurs mains sur les rebords de bois polis. Des locomotives à vapeur sifflent dans l'air du dimanche matin. Le mécanicien tire sur le régulateur. Les roues se tournent. Et pour quelques minutes, dans ce musée de campagne, l'Empire existe encore. Il y a une dernière chose à comprendre sur Decoville. Pas sur la société, pas sur les chiffres, les dates, les rachats et les liquidations. Sur quelque chose de plus difficile à mesurer, et pourtant de plus réel que tout le reste. Quand une entreprise disparaît, elle laisse en général 2 types de traces. La première, c'est ce qu'elle a construit. Des bâtiments, des machines, des archives. La seconde, c'est ce qu'elle a changé dans la façon dont les hommes pensent et travaillent. La première trace s'efface avec le temps. La seconde, elle, ne disparaît jamais vraiment. Decoville appartient à la seconde catégorie. Aujourd'hui, dans les langues du monde entier, le mot Decoville survit. En français, en anglais, en espagnol, en portugais, en arabe. Partout où des ingénieurs parlent de chemins de fer industriels temporaires, de voies d'hommes portables, de rails de chantier, le nom revient. Pas comme une marque déposée, comme un nom commun, comme un concept, comme si l'invention avait été si fondamentale, si évidente, si nécessaire qu'elle avait fini par fusionner avec la langue elle-même. C'est une forme d'immortalité que peu d'inventeurs connaissent. Pensez à ce que représente ce mot, encore aujourd'hui. Sur les grands chantiers de construction, tunnels, barrages, infrastructures souterraines, des systèmes de rails temporaires transportent les déblais, les matériaux, les équipements dans des espaces où aucun camion ne peut entrer. Ces systèmes s'appellent des Decoville. Dans les mines artisanales d'Afrique et d'Amérique latine, des milliers d'hommes poussent encore des wagonnets sur des rails étroits posés à la main. Ces rails s'appellent des Decoville. Dans les musées ferroviaires du monde entier, des passionnés restaurent des locomotives à vapeur de 60 cm de large. Ces locomotives s'appellent des Decoville. Le nom a survécu à l'Empire. Il a survécu à la société. Il a même survécu à l'oubli du nom de son créateur. Car voilà l'ironie finale, la plus cruelle et la plus belle à la fois. Demandez à 100 personnes ce qu'est un Decoville. Dans une salle de conférence d'ingénieurs, dans une mine en activité, dans un musée ferroviaire. La plupart vous répondront correctement. Un chemin de fer portable, voies étroites, sections préfabriquées. Mais demandez-leur qui était Paul Decoville. L'homme, l'ingénieur, le sénateur, le maire de village normand qui est mort en 1922 dans une discrétion absolue, et la plupart hésiteront. Beaucoup ne sauront pas. L'invention a dévoré son inventeur. Le concept a effacé l'homme. C'est peut-être le destin de tous les grands inventeurs qui ont eu le malheur, ou la chance, de créer quelque chose de vraiment universel. Quand une invention devient aussi naturelle, aussi évidente, aussi intégrée dans le tissu du monde que le rail portable de Decoville, elle cesse d'appartenir à quelqu'un. Elle appartient à tout le monde. Et l'homme qui l'a créée un matin d'automne 1875, dans un champ boueux de Seine-et-Oise,
avec 9000 tonnes de betteraves qui attendaient, cet homme devient une note de bas de page dans sa propre histoire. Mais il y a une leçon dans cette histoire. Une leçon qui dépasse Decauville, qui dépasse les chemins de fer, qui dépasse le 19e siècle. Paul Decauville a quitté son empire à 40 ans. Il a laissé d'autres hommes gérer ce qu'il avait construit. Des hommes qui ont diversifié là où il fallait se concentrer. Des hommes qui ont cherché de nouveaux marchés en perdant les anciens. Des hommes qui ont géré un nom comme un actif financier plutôt que comme une promesse technique. Et l'empire a décliné. Pas immédiatement. Pas brutalement. Lentement, sur 50 ans, avec des soubresauts, des résistances, des moments où il semblait que le déclin allait s'inverser. Mais inexorablement. Comme une locomotive qui a épuisé son charbon et qui continue sur son élan, de plus en plus lentement, jusqu'à l'arrêt complet. Ce que cette histoire dit sur les entreprises, c'est quelque chose que les écoles de commerce enseignent rarement. Ce n'est pas la technologie qui tue les empires industriels. Ce n'est pas la concurrence, pas les crises économiques, pas les guerres. Ce sont les décisions prises par des hommes qui ont hérité d'une vision sans en comprendre l'âme. Des hommes qui savent lire un bilan mais qui n'ont jamais posé une section de rail dans un champ boueux à 5 heures du matin. La force de Decauville n'était pas dans ses rails. Elle était dans la certitude absolue de son fondateur que si un problème existait, une solution pouvait être construite, concrète, portable, immédiate. Cette certitude-là ne se délègue pas. Elle ne s'hérite pas. Elle disparaît avec l'homme qui la porte. Aujourd'hui, dans l'Essonne, à quelques kilomètres de Corbeil-Essonnes, où les ateliers ont depuis longtemps changé de vocation, un musée préserve des locomotives Decauville. Le dimanche, des familles viennent. Des enfants montent dans les wagons. Le mécanicien tire sur le régulateur, la vapeur siffle. Les petites roues d'acier commencent à tourner sur des rails qui ont été posés en 1892. L'année même où Paul Decauville siégeait encore au Sénat. L'année où son empire était encore debout. L'année où personne n'imaginait encore que tout cela pourrait disparaître. Les enfants rient. Ils ne savent pas ce qu'ils tiennent entre leurs mains. Un fragment d'un monde qui a existé, qui a compté, qui a changé la façon dont les hommes déplacent les choses sur cette terre. Et qui s'est effacé si complètement qu'il faut aller dans un musée de campagne un dimanche matin pour en trouver la trace. Il y a des choses, qui disparaissent du marché, mais qui ne disparaissent jamais vraiment du monde. Decauville est l'une d'elles.